L'odeur antiseptique du service pédiatrique imprégnait encore ma blouse à la fin de mon service, se mêlant à la douceur légère des jus de fruits que j'avais distribués pendant mes tournées de l'après-midi. J'ai retiré mon hôte imprimé de dessins animés dans le vestiaire du personnel, mes doigts vérifiant automatiquement la petite bosse qui avait commencé à apparaître à 6 semaines. Elle était encore à peine visible, facile à cacher sous les vêtements amples que je choisissais ces derniers temps. À 27 ans, j'étais sur le point de devenir mère célibataire. Cette pensée aurait dû me terrifier davantage. Peut-être étais-je encore sous le choc, 3 mois après, du souvenir de moi debout dans le hall en marbre de Raphaël, tenant une échographie imprimée qu'il déchirait devant moi. Le bruit de ce papier qui se déchirait avait été beaucoup plus discret que je ne l'avais imaginé, plus discret que mon cœur brisé. J'ai enfilé un jean et un pull doux, puis j'ai pris mon sac dans le casier. Karen m'a rattrapé à la porte, ses cheveux blonds s'échappant de sa coiffe d'infirmière, le visage marqué par l'inquiétude. « Tu es sûr que tu ne veux pas de compagnie ce soir? » m'a-t-elle demandé, comme plusieurs fois cette semaine. « Je peux apporter à manger. On peut regarder ces horribles émissions de télé-réalité que tu fais semblant de ne pas aimer. » J'ai réussi à esquisser un sourire qui semblait plus sincère que la plupart de ceux que j'avais affichés ces derniers temps. « Je vais bien, vraiment. Je suis juste fatigué. Tu es toujours fatigué ces derniers temps. » Son regard s'est posé sur mon ventre pendant une fraction de seconde. Elle savait. Bien sûr qu'elle savait. Karen avait travaillé avec moi en pédiatrie pendant 3 ans. Elle savait aussi bien interpréter les signes vitaux que les symptômes de grossesse. Mais elle respectait mon silence, attendant que je sois prête à en parler. Faire grandir un être humain est un travail épuisant, ai-je dit d'un ton léger, lui donnant enfin la confirmation qu'elle attendait. Même à 6 semaines, son visage s'est illuminé de joie, puis s'est immédiatement assombri d'une inquiétude protectrice. Le père n'est pas dans le tableau. J'ai gardé une voix calme, entraînée, et tout va bien. Je m'en occupe. Le mensonge m'était désormais familier. Je n'allais pas bien. J'avais le cœur brisé et j'avais peur. Et parfois, tard dans la nuit, je sentais encore le fantôme des mains de Raphaël sur ma peau, le poids de sa présence dans l'obscurité, la façon dont sa voix s'était adoucie lorsque nous étions seuls ensemble. L'homme que j'avais connu pendant ces 4 mois volés était différent de celui qui avait détruit mon échographie, plus chaleureux, presque vulnérable. Cet homme n'était qu'une façade. Le vrai Raphaël était celui qui m'avait regardé avec ses yeux gris glacés et m'avait traité de menteuse. Je suis sorti par l'entrée latérale de l'hôpital, évitant le hall principal, où les familles se rassemblaient et où l'espoir existait encore à dose concentrée. L'air de novembre a immédiatement transpercé mon pull, me rappelant que j'avais encore oublié de vérifier les prévisions météo. Les livres appellent cela le cerveau de grossesse. Je l'appelais épuisement, ajouté au chagrin, ajouté à la fatigue quotidienne de m'occuper d'enfants malades 8 heures par jour. Mon appartement était à 12 pâtés de maison. J'aurais pu prendre le bus, mais marcher m'aidait à réfléchir, m'aidait à digérer le stress accumulé de la journée. Ce soir-là, j'avais plus que d'habitude besoin de ce temps de réflexion, car le lendemain, j'avais mon premier rendez-vous prénatal officiel. Demain, tout deviendrait réel d'une manière que le test de grossesse à domicile et l'échographie obtenue discrètement n'avaient pas tout à fait réussi à faire. J'avais parcouru 4 pâtés de maison avant de remarquer la voiture. Une berline noire, coûteuse mais discrète, qui me suivait à exactement un demi-pâté de maison derrière moi. Mon instinct d'infirmière s'est immédiatement réveillé. Le même instinct qui me permettait de repérer la détresse d'un enfant à travers une salle d'attente bondée. Quelque chose n'allait pas. Quelqu'un m'observait. J'ai tourné dans une rue latérale pour tester. La voiture m'a suivi. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Mon pouls battait dans mes poignets et ma gorge. Je n'étais pas paranoïaque. J'étais suivi. Et il n'y avait qu'une seule personne dans cette ville qui avait les moyens et la motivation pour me faire suivre. 3 mois. Il m'avait laissé tranquille pendant 3 mois entiers. Pourquoi maintenant? Je me suis arrêté et je me suis tourné vers la voiture, les mains sur les hanches, dans une posture que j'avais perfectionnée en m'occupant de parents difficiles dans le service de pédiatrie. La voiture s'est également arrêtée à 6 mètres de moi. Pendant un long moment, rien ne s'est passé. Puis la porte arrière s'est ouverte. Klaus Fischer est sorti le premier, le chef de la sécurité de Raphaël, un homme imposant aux yeux bleus glaciers, dont le calme suggérait qu'il pouvait devenir violent à tout moment. Je l'avais rencontré 2 fois au cours de ces 4 mois secrets, lors de brèves rencontres où il était venu me chercher pour des réunions clandestines avec son patron. « Mademoiselle Becker », dit-il avec un accent allemand plus prononcé que dans mon souvenir. « Monsieur Hoffman demande votre présence. Monsieur Hoffman peut demander tout ce qu'il veut. »
Je me détournai et repris ma marche. Je ne suis pas intéressé, Astrid. La deuxième voix me fit sursauter. Raphaël sortit lui-même de la voiture, et je détestais la façon dont mon corps réagissait. Je détestais la façon dont mon souffle se coupait, la façon dont la chaleur envahissait mes joues, la façon dont chaque cellule se souvenait de 4 mois de caresses volées et de promesses chuchotées. Il était exactement le même. Des cheveux bruns parfaitement coiffés, un costume anthracite qui coûtait probablement plus cher que mon loyer annuel, des yeux gris qui pouvaient être glacés ou brûlants selon son humeur. À cet instant, il m'observait avec une intensité qui me donnait la chair de poule. Je n'ai rien à vous dire, ai-je dit, fier de la fermeté de ma voix. Il y a 3 mois, j'aurais pleuré. Il y a 3 mois, je l'aurais supplié de me croire. Cette version d'Astrid était morte dans son hall d'entrée, déchiquetée comme l'échographie. J'ai quelque chose à te dire. Il s'est approché et j'ai remarqué que Klaus se positionnait subtilement pour bloquer ma voie de fuite. S'il te plaît, 5 minutes. Tu as eu 5 minutes il y a 3 mois. Tu les as utilisées pour me traiter de menteuse et détruire la preuve que je t'avais apportée. J'ai croisé les bras sur ma poitrine, en partie pour me défendre, en partie pour cacher le tremblement de mes mains. Je n'ai plus de temps à te consacrer. Quelque chose a vacillé dans son expression. Du regret peut-être, ou quelque chose qui y ressemblait si on plissait suffisamment les yeux. J'avais tort. Les mots sont restés suspendus dans l'air froid de novembre entre nous. Je l'ai fixé du regard, cherchant le piège, l'angle, la manipulation. Raphaël Hoffman ne s'excusait pas. Raphaël Hoffman n'admettait pas ses erreurs. Raphaël Hoffman avait bâti un empire en ayant toujours raison et en détruisant quiconque suggérait le contraire. Tu avais tort, répétai-je d'un ton neutre. À propos de quoi exactement? Tu avais tort de déchirer mon échographie? Tu avais tort de m'accuser d'être une croqueuse de diamants? Tu avais tort de me jeter hors de ta maison comme si j'étais une ordure? Ma voix s'éleva malgré tous mes efforts pour rester calme. Quelle erreur en particulier es-tu venu corriger, Raphaël? Il tressaillit. Il a visiblement reculé devant le ton acerbe de ma voix. Tant mieux, il méritait pire. Tout, a-t-il dit doucement. J'avais tort sur tout. Pourquoi? La question est sortie plus tranchante que du verre. Qu'est-ce qui a changé? As-tu enfin réalisé que je n'avais aucune raison de mentir? Quelqu'un t'a-t-il fait remarquer que je ne t'avais jamais demandé d'argent? Je n'ai jamais essayé de te piéger. Je n'ai rien fait d'autre que d'exister dans ton orbite et de commettre l'erreur de tomber amoureux de toi. J'ai consulté un médecin. Cette confession semblait lui coûter. Un nouveau médecin. Il a fait des tests complets. Mon esprit, entraîné à traiter rapidement les informations médicales, a fait le lien avant qu'il ait fini de parler. Tu pensais que tu étais stérile. On m'a dit que j'étais stérile. À 22 ans, après une tentative de suicide qui m'a valu 6 semaines d'hospitalisation, sa mâchoire s'est crispée. Les médecins étaient certains, catégoriques. Je les ai crus pendant 14 ans. Je l'ai regardé, cet homme puissant qui m'avait brisé le cœur, debout au milieu d'un trottoir, admettant une vulnérabilité que je n'avais jamais soupçonnée. Une partie de moi voulait ressentir de la sympathie. La partie qui avait passé 4 mois à observer la manière prudente dont il tenait sa tasse d'espresso, ses sourires rares et sincères, sa tendresse inattendue lorsqu'il pensait que personne ne le regardait. Mais la plus grande partie de moi, celle qui avait été forgée dans le feu de son rejet, ne ressentait qu'une froide satisfaction. Alors, tu es ici parce que ton nouveau médecin t'a dit qu'il y avait une chance? J'ai complété le reste de sa phrase inachevée. Une chance que tu aies eu tort de détruire mon échographie et ma confiance d'un seul geste opportun. Oui, pas d'explication, pas d'excuse, juste un oui. Et tu crois que ça m'importe? Je me suis approché de lui assez près pour sentir son eau de Cologne, un parfum coûteux et complexe qui me rassurait autrefois. Aujourd'hui, il ne faisait que m'énerver. Tu penses que j'ai passé 3 mois à pleurer dans mon oreiller, à attendre que tu réalises ton erreur? Tu penses que j'ai besoin de ta validation, de ton argent ou de ta présence dans ma vie? Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Ce n'était pas l'Astrid dont il se souvenait, la douce infirmière pédiatrique qui le regardait comme s'il était le centre de son univers. Cette femme avait besoin de son approbation, avait soif de son attention, s'était modelée pour rester intéressante à ses yeux. Cette Astrid avait appris à survivre à son absence. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon, » commença-t-il. « Tu as raison, tu ne le mérites pas. » Je l'interrompis net. « Tu ne mérites pas non plus mon temps, mon énergie ou ma considération. Je vais avoir cet enfant seul. C'était mon intention depuis le moment où tu as déchiré cette échographie. Rien de ce que tu diras maintenant ne changera cela. Laisse-moi t'aider. » Sa main bougea comme s'il voulait me toucher, puis retomba. Financièrement,
du moins si l'enfant est de moi. Si le mot était acide, même si Raphaël, même après ta révélation médicale, le test a confirmé que ma fertilité était rétablie, mais c'est récent, rare. Les médecins ne savent pas quand cela s'est produit ni si c'est stable. Il passa la main dans ses cheveux parfaits, premier signe de détresse réelle que je voyais. Je dois en avoir le cœur net. Laisse-moi organiser un test de paternité, des soins médicaux appropriés, tout ce dont tu as besoin. J'ai des soins médicaux. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Le mensonge devenait plus facile à chaque fois que je le répétais. Ce que je n'ai pas, c'est le temps pour cette conversation. Donc, si vous avez fini de soulager votre conscience, je veux être impliqué. Les mots sortiront précipitamment, presque désespérément. S'il y a une chance que cet enfant soit le mien, je veux faire partie de sa vie, de votre grossesse, de... Non. Ce simple mot l'arrêta au milieu de sa phrase. Je le regardais assimiler mon refus. Je vis le calcul se faire derrière ses yeux gris. Il avait l'habitude d'obtenir ce qu'il voulait grâce à l'argent, au pouvoir ou à la force de sa volonté. J'étais un problème qu'il ne pouvait résoudre avec aucun de ses outils. Astrid, s'il te plaît. Il y a 3 mois, je me tenais dans ta maison et je t'ai dit que j'étais enceinte. J'ai gardé un ton neutre. J'ai parlé de manière clinique, comme je le fais avec les parents à qui j'annonce un diagnostic difficile. Je t'ai apporté une preuve. Je n'ai rien demandé d'autre que ta reconnaissance. Et tu as détruit cette preuve et m'as traité de menteuse. Je fis une pause, laissant le souvenir s'installer entre nous. Donc, non, Raphaël, tu n'as pas le droit de t'impliquer maintenant simplement parce que tes médecins ont changé d'avis au sujet de ta fertilité. Tu as fait ton choix. Je fais le mien. Je me suis retourné et je suis parti, m'attendant à moitié à ce qu'ils me suivent, qu'ils discutent, qu'ils utilisent cette fameuse intimidation Hoffman. Mais il m'a laissé partir. J'ai parcouru 3 pâtés de maisons supplémentaires avant que mes mains ne se mettent à trembler si fort que j'ai dû m'arrêter et m'appuyer contre un immeuble. Il s'était excusé. Raphaël Hoffman s'était excusé. Et je lui avais jeté ses excuses au visage parce que je ne pouvais plus me permettre d'être la douce et indulgente Astrid. Cette version de moi-même avait eu le cœur brisé. Cette version plus dure protégerait de son enfant, même si cela signifiait le protéger de son propre père. Je suis rentré chez moi tant bien que mal. J'ai gravi les 3 étages qui menaient à mon studio et j'ai verrouillé la porte derrière moi. C'est seulement à ce moment-là que je me suis laissé aller à pleurer. Pas pour lui, mais pour la version de nous qui avait existé pendant ces 4 mois secrets. Pour la relation qui m'avait semblé réelle, même si elle avait toujours été bâtie sur du sable. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Je comprends ta colère. Je la mérite. Mais je n'arrêterai pas d'essayer. Toi et l'enfant méritez mieux que ce que je vous ai donné. J'ai l'intention de le prouver. J'ai effacé le message sans répondre. Qu'il essaye. Qu'il jette son argent et son pouvoir dans ce problème. J'avais passé 3 mois à apprendre à être de pierre. Il était sur le point de découvrir à quel point la pierre pouvait être froide. Les fleurs sont arrivées à l'hôpital 3 jours plus tard. Ce n'était pas un modeste bouquet, mais un jardin entier de roses blanches et de pivoines qui occupait la moitié du poste des infirmières et donnait à tout le service pédiatrique une odeur de mariage. La carte était simple. Pour ta force. Elle a poussé un petit cri en les voyant. Soit quelqu'un était mort, soit quelqu'un avait de sérieux ennuis. Probablement les deux, ai-je murmuré en glissant la carte dans la poche de ma blouse. Pouvez-vous les faire envoyer au service pédiatrique? Les enfants les apprécieront plus que moi. Mais les fleurs n'étaient qu'un début. Le lendemain matin, j'ai découvert que ma dette étudiante avait été entièrement remboursée. Le matin suivant, mon propriétaire m'a appelé pour m'informer que mon bail avait été racheté et que j'étais désormais propriétaire de mon studio. À la fin de la semaine, un fonds universitaire avait été créé à mon nom pour mes futures dépenses éducatives. J'ai reconnu le schéma. Raphaël Hoffman ne savait pas s'excuser avec des mots, alors il s'excusait avec de l'argent. Typique. Ce qui n'était pas typique, c'était sa retenue. Il ne s'est pas présenté à l'hôpital. Il ne m'a pas coincé dans la rue. Il n'a pas envoyé Clues pour m'intimider et me faire obéir. Il me laissait de l'espace tout en démontrant que l'espace n'avait aucune importance quand on disposait de ressources illimitées. Cela aurait dû me mettre encore plus en colère. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose qui s'apparentait de manière inconfortable à une admiration réticente pour cette stratégie. « Tu dois lui parler », m'a dit Karen pendant notre pause déjeuner, 2 semaines après le début du siège financier de Raphaël. Il ne va pas s'arrêter, je sais. J'ai poussé la nourriture dans mon assiette, mon appétit ayant disparu à cause des nausées matinales qui avaient finalement fait leur apparition avec vengeance. C'est ça le problème. Il prouve qu'il peut s'immiscer dans ma vie, que je le veuille ou non. C'est ça qui te fait peur.
Qu'ils prennent le contrôle. J'y ai réfléchi. J'y ai vraiment réfléchi. J'ai peur de le laisser faire. J'ai passé 4 mois à devenir celle qu'il voulait que je sois. La douce Astrid, l'Astrid accommodante, la femme qui réorganisait son emploi du temps pour des rendez-vous secrets et faisait semblant de ne pas se soucier d'être cachée comme un secret honteux. J'ai croisé le regard de Karen. J'ai peur que si je le laisse revenir, je disparaisse à nouveau. Tu n'es plus cette femme. Non. J'ai touché mon ventre où la bosse commençait à apparaître malgré ma blouse ample. Je ne peux pas me le permettre. Mon téléphone a vibré. Un autre message provenant du numéro inconnu que je savais être celui de Raphaël. Dîner ce soir, je te promets qu'il n'y aura aucune pression, juste une conversation. Tu choisis le restaurant. Je fixais le message pendant un long moment. Il se montrait patient, respectueux, me laissant même choisir le lieu et l'heure. C'était plus de considération que je n'en avais jamais reçu pendant nos 4 mois ensemble. C'est peut-être cela qui me poussa à répondre. Giovanni's 19 heures. C'est toi qui payes. Sa réponse fut immédiate. Je n'en rêverais pas autrement. Giovanni's était un petit restaurant italien situé à 3 pâtés de maison de mon appartement. Le genre d'endroit où le propriétaire connaît votre nom et où les pâtes sont fraîchement préparées chaque matin. Je l'avais découvert lors de mon premier mois dans la ville, alors que tout me semblait insurmontable et que j'avais besoin d'un endroit où je me sentirais chez moi. Je suis arrivé en avance et j'ai pris la table du coin qui me permettait de voir clairement l'entrée et la sortie de secours. Les instincts d'infirmière ont la vie dure. Raphaël est entré à 19 heures pile et j'ai vu toutes les femmes du restaurant suivre ses mouvements du regard. Il attirait de l'attention comme certains commandants des armées, sans effort, inévitablement. Mais ce soir-là, toute son attention était tournée vers moi. Il était habillé de manière décontractée, mais toujours coûteuse. Cet homme dormait probablement dans des pyjamas de créateur, mais il portait un pull au lieu d'un costume, pas de cravate, et ses cheveux étaient légèrement moins parfaits que d'habitude. Il essayait de paraître accessible, peut-être moins intimidant. Cela ne fonctionnait pas. Raphaël Hoffman était intimidant comme l'hiver est froid. C'était tout simplement dans sa nature. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer », dit-il en s'asseyant en face de moi sans attendre mon invitation. « Je sais que tu n'étais pas obligé. Tu as raison. Je n'étais pas obligé. Je bus une gorgée d'eau, reconnaissante qu'elle reste dans mon estomac. Mais je suis fatigué de me demander où tu veux en venir. Alors, dis-moi, que veux-tu, Raphaëli? Être père, c'est simple, direct. Si l'enfant est de moi. Quand nous aurons confirmé que l'enfant est de toi, je l'ai corrigé. Pas si, quand. Je n'étais avec personne d'autre pendant ces 4 mois. Tu étais mon seul partenaire. Je fis une pause, le regardant assimiler cela, ce que tu aurais su si tu m'avais posé la question au lieu de supposer que je mentais. Sa mâchoire se crispa. J'avais des raisons de croire ce que je croyais. 14 ans de certitude médicale. Oui, je comprends cela maintenant. Je me suis penché en avant. Mais voici ce que je comprends mieux. Tu n'as pas seulement douté de la paternité. Tu as douté de moi. Tu as regardé une femme avec qui tu avais passé 4 mois et tu as immédiatement supposé le pire. C'est ça qui m'a blessé, Raphaël. Pas que tu ne puisses pas croire que tu étais fertile, mais que tu aies pu si facilement croire que j'étais une menteuse. J'avais tort. C'est ce que tu n'arrêtes pas de dire. Le serveur est arrivé et j'ai commandé un minestrone et des graissins. Les seules choses que je pouvais avaler sans problème ces derniers temps. Raphaël a commandé quelque chose que je n'ai pas remarqué. Il ne quittait pas mon visage des yeux. Mais avoir tort ne répare pas les dégâts, n'est-ce que pas? Non. Il a attendu que le serveur soit parti. Mais j'aimerais avoir une chance d'essayer. Pourquoi? Je l'ai mis au défi. Parce que tes médecins t'ont dit qu'il y avait une possibilité? Parce que ta culpabilité t'empêche de dormir la nuit? Parce que le grand Raphaël Hoffman n'aime pas les choses inachevées? Parce que tu me manques. Cette confession est restée suspendue entre nous, inattendue et dangereuse. J'ai senti les murs que j'avais soigneusement construits trembler. Tu as manqué la version de moi qui ne savait pas mieux que de te faire confiance. Et je dis, mais ma voix avait perdu de son mordant. Cette femme n'existe plus. Je sais. Il tendit la main par-dessus la table, s'arrêtant juste avant de toucher ma main. Je le vois. Et honnêtement, cette version de toi, celle qui me met au défi, qui refuse d'être intimidée, qui a supprimé mes 10 premiers messages sans y répondre, cette version est magnifique. Je retirai ma main avant qu'il ne puisse franchir cette dernière distance. Ne fais pas quoi? Ne me charme pas. N'utilise pas cette voix, celle que tu utilisais quand nous étions seuls ensemble. N'essaie pas de me rappeler ce que nous avions, car ce que nous avions était un mensonge.
J'ai forcé mon ton à devenir plus dur. Tu m'as gardée secrète. 4 mois de rendez-vous en privé, de SMS provenant de numéros inconnus, pour t'assurer que personne de ton entourage ne nous voit ensemble. J'étais ton secret honteux, Raphaël. Ne fais pas semblant du contraire. Tu ne l'étais pas. Il s'est arrêté, a réfléchi. Tu as raison. Je t'ai tenu à l'écart de mes affaires, de ma famille. Je me suis dit que c'était pour te protéger de quoi? De tout. Sa main s'est crispée en un point sur la table. Mon monde n'est pas sûr, Astrid. Les gens qui le composent, ce qu'ils font. Je ne voulais pas que cela t'affecte. Alors à la place, tu m'as touché dans l'obscurité et tu as disparu pendant la journée. Je secouai la tête. Ce n'est pas de la protection, Raphaël. C'est de la commodité. Les plats arrivèrent, nous donnant à tous les deux un moment pour nous ressaisir. Je me concentrais sur ma soupe, espérant la garder, tandis que Raphaël ignorait largement son repas. Je veux faire mieux, dit-il finalement. Je veux être présent pendant la grossesse, pour la naissance, pour tout ce qui viendra après. Plus de secrets, plus de dissimulation. C'est une belle promesse de la part d'un homme dont tout l'empire repose sur des secrets. Alors laisse-moi te le prouver. Il sortit son téléphone, tapa rapidement quelque chose, puis me montra l'écran. C'était une publication sur les réseaux sociaux, sur son compte officiel, celui qui compte des millions d'abonnés, annonçant qu'il attendait un enfant et demandant que la mère puisse bénéficier d'une certaine intimité pendant cette période. J'ai regardé la publication, puis je l'ai regardée. Tu viens d'annoncer au monde entier que tu vas être père. Oui, avant le test de paternité. Oui, avant même d'en être certain. J'en suis certain. Ses yeux gris ont croisé les miens. Je te crois, Astrid, complètement. Et je revendique cet enfant publiquement parce que j'aurais dû te revendiquer publiquement il y a 3 mois. Ma main a légèrement tremblé lorsque j'ai posé ma cuillère. C'était plus que ce à quoi je m'attendais, plus que ce que je m'étais permis d'espérer pendant ces longs mois de solitude. Cela ne résout pas tout, ai-je dit prudemment. Je sais, je suis toujours en colère contre toi. Tu as raison de l'être et je ne vais pas te faciliter les choses. Je ne te respecterais pas si je le faisais. Un soupçon de sourire effleura ses lèvres. Je suis tombé amoureux d'une gentille infirmière pédiatrique qui voyait le bon côté de tout le monde. Mais je crois que je tombe encore plus amoureux de la femme qui ne me laisse pas oublier mes erreurs. Non, dis-je en levant de la main. Ne dis pas que tu tombes amoureuse de moi. Ne fais pas de cette histoire une histoire d'amour ou une seconde chance. Il s'agit de notre enfant. C'est tout pour l'instant. Il acquiesça. Mais Astrid, je suis un homme patient quand je veux quelque chose et je veux ma famille. La possessivité de ce dernier mot aurait dû m'alarmer. Au lieu de cela, elle me donna un frisson désagréable dans le dos. Je me suis souvenu de ce ton, de ces moments intimes où Raphaël cessait d'être l'homme d'affaires froid pour devenir quelque chose de plus primitif. Une chose à la fois, ai-je dit fermement. D'abord, le test de paternité. Ensuite, nous réfléchirons à la coparentalité. Puis, nous verrons s'il y a autre chose qui vaille la peine d'être construit. D'accord, il a demandé l'addition. Quand est ton prochain rendez-vous prénatal? Vendredi. Pourquoi? Puis-je t'accompagner? Sa demande m'a surprise. Je m'attendais à des exigences, pas à des questions polies. Tu veux venir à mon rendez-vous chez le médecin? Je veux faire partie de cette grossesse. De tout. De chaque rendez-vous, de chaque étape importante, de chaque moment que tu es prête à partager. Il fit une pause. Mais seulement si tu veux que je sois là. J'y réfléchis, pesant ma colère contre ma curiosité, ma douleur contre le petit espoir persistant qu'il ait peut-être vraiment changé. Vendredi à 14 heures, cabinet du Dr. Meyer sur Lexington. Ne sois pas en retard, je ne le serai pas. Il a payé l'addition, laissé un pourboire excessif et s'est levé. Je peux te raccompagner chez toi? J'habite à 3 pâtés de maison. Je sais. Voyant mon regard perçant, il a ajouté « Clouse a fait des recherches sur le quartier pour s'assurer qu'il était sûr, pas pour envahir ta vie privée. Il y a une différence. Dans mon monde, oui. Il m'offrit son bras. 3 pâtés de maison. Astrid, laissez-moi au moins faire semblant d'être un gentleman. » Contre mon gré, je pris son bras. Nous marchâmes en silence, le froid de novembre s'étant transformé en véritable hiver. Je remarquai que Clouse nous suivait à distance respectable, dans la même berline noire. « Est-ce qu'il vous suit toujours? » demandai-je. « Toujours. Risque professionnel. » Raphaël jeta un coup d'œil à la voiture. « C'est lui qui m'a suggéré de faire plus d'efforts avec toi. Il a dit que toute femme capable de me faire douter de moi-même valait la peine de se battre. C'est un homme intelligent, le plus intelligent. Il a également vérifié les antécédents de toutes les personnes qui font partie de ta vie. » Je m'arrêtai de marcher. « Excuse-moi. Pas pour envahir ta vie privée, dit rapidement Raphaël,
mais pour m'assurer que personne lié à mes ennemis ne s'approche de toi. Tu portes mon enfant, Astrid. Cela fait de toi une cible, que cela te plaise ou non. La réalité de son monde m'a de nouveau frappé de plein fouet. J'avais réussi à oublier pendant ces 4 mois secrets quel genre d'homme était Raphael Hoffman, ce qu'il faisait. L'empire qu'il avait bâti sur la peur, le pouvoir et une violence soigneusement orchestrée. C'est ce que tu voulais dire quand tu disais que ton monde n'était pas sûr, dis-je lentement. Oui, et maintenant que je t'ai reconnu publiquement, cela va devenir plus compliqué. Il se remit à marcher et je me mis à ses côtés. J'ai des ennemis, Astrid. Des gens qui adoreraient trouver une faille dans mon armure. Toi et notre enfant êtes cette faille. Donc, te protéger n'est qu'une question d'intérêt personnel. Ma protection est de l'amour. Le mot sortit de ma bouche de manière brusque, sans pratique. Même si tu ne me pardonnes jamais, même si nous ne reconstruisons jamais ce que nous avions, je vous protégerai, tous les deux. Ce n'est pas négociable. Nous sommes arrivés à mon immeuble. J'ai retiré mon bras du sien, créant ainsi une distance entre nous. Vendredi à 14 heures, n'amène pas Clouse au cabinet du médecin. Cela effraierait les autres patients. Il attendra dans la voiture. Raphaël a hésité, puis a dit « Merci de me donner cette chance. Je ne te donne rien d'autre que l'occasion d'assumer tes responsabilités. » Je commençais à monter les marches, puis m'arrêtais. Et Raphaël efface mes dossiers de prêt étudiants, annule l'achat de l'appartement et ferme ce fonds pour les études universitaires. Je ne veux pas de ton argent. Cet argent n'est pas pour toi. Il est pour notre enfant. Notre enfant n'a pas encore besoin d'un fonds pour ses études universitaires. Il a besoin d'un père qui respecte les limites. Je le regardais droit dans les yeux. Prouve que tu en es capable avant d'essayer d'acheter ta place dans ma vie. Je l'ai laissé sur le trottoir et je ne me suis pas retourné avant d'avoir atteint mon appartement. De la fenêtre, je pouvais le voir, toujours debout, regardant mon immeuble, comme s'il contenait les réponses dont il avait désespérément besoin. Mon téléphone a vibré, les limites ont été respectées. Les transactions seront annulées d'ici demain matin, mais je continuerai à envoyer des fleurs. Tu ne peux pas m'empêcher d'envoyer des fleurs. Malgré tout. J'ai souri. Le vendredi est arrivé, enveloppé dans la première vraie neige de décembre. Je me tenais à la fenêtre de mon appartement, regardant les gros flocons tomber, une main posée sur mon ventre où la bosse était devenue indéniable à 10 semaines. Les nausées matinales s'étaient transformées en nausées toute la journée, ce qui rendait le travail difficile, mais je refusais de prendre congé. Les enfants avaient besoin de moi et j'avais besoin de me distraire. Mon téléphone indiquait 13h47. Raphaël serait là dans 13 minutes, ponctuel comme toujours. Fidèle à sa parole, il avait annulé toutes les transactions financières. Les prêts étudiants réapparaissaient sur mon compte. L'acte de propriété de l'appartement avait été rendu à mon propriétaire. Le fonds pour les études universitaires avait disparu, mais les fleurs continuaient d'arriver. Un bouquet différent tous les 3 jours, toujours accompagné d'une carte sur laquelle était écrit « Pour ton courage et pour notre avenir » ou parfois simplement « Pardonne-moi ». Je ne lui avais pas pardonné, mais j'avais arrêté de jeter les fleurs. Karen m'avait fait remarquer que c'était un progrès. J'avais fait remarquer que c'était une faiblesse. Nous avions convenu d'être en désaccord autour d'un café et de vitamines prénatales. Le buzzer de l'interphone interrompit mes pensées. J'appuyais sur le bouton. « Oui, Astrid. » La voix de Raphaël était légèrement déformée par le vieux système de haut-parleurs. « Je suis en avance. Je peux monter? Vous pouvez attendre dans le hall comme tout le monde. » Une pause. Il neige. Tu survivras. J'ai relâché le bouton, souriant malgré moi. Les petites victoires comptaient. À 14 heures pile, je suis descendu et l'ai trouvé en train de secouer la neige de son manteau sombre, les cheveux légèrement ébouriffés par le vent. Il avait l'air presque humain ainsi, moins soigné que d'habitude. Cela m'a rappelé la version de lui que j'avais connue pendant ces 4 mois. Celle qui s'était présentée à ma porte à minuit avec des plats à emporter et des anecdotes sur sa journée. Cette version était réelle. Je m'en étais rendu compte récemment, mais incomplète. « Prête ?» demanda-t-il en me tendant à nouveau le bras. Je l'ignorais et enfilai mon propre manteau. Le cabinet du Dr Meyer était 6 pâtés de maison. Nous marchons dans la neige. Je suis enceinte, pas fragile. Je le dépassais et m'engageais dans l'après-midi de décembre. « Suivez-moi !» J'entendis son rire discret derrière moi alors qu'il me suivait. La promenade était silencieuse mais pas inconfortable. Raphaël semblait satisfait de suivre mon rythme. Sa présence à mes côtés était rassurante sans être envahissante. Clouse nous suivait comme toujours dans la berline, gardant une distance prudente qui me donnait à la fois le sentiment d'être protégé et surveillé. « Parle-moi du Dr Meyer », a dit Raphaël alors que nous traversions le 3e pâté de maison. « Qu'est-ce qu'il a? Est-il compétent, bien préparé?
Dois-je consulter des spécialistes au sujet des protocoles de grossesse à haut risque? Je m'arrêtais de marcher pour le regarder. J'ai 27 ans, je suis en bonne santé et ma grossesse se déroule tout à fait normalement. Pourquoi aurais-je besoin de spécialistes? Vous portez l'enfant d'une personne qui a de nombreux ennemis. Il serra les mâchoires. Cela introduit des complications qui vont au-delà des préoccupations médicales habituelles. Raphaël, j'apprécie ton instinct protecteur, mais je ne laisserai pas ta paranoïa dicter mes soins médicaux. Je me remis à marcher. Le docteur Meyer est mon médecin depuis 3 ans. Il a mis au monde les jumeaux de ma meilleure amie l'année dernière. Il est excellent et je lui fais confiance. Mais comprend-il les protocoles de sécurité? Son cabinet peut-il être sécurisé contre d'éventuelles menaces? Tu ne vas pas mettre des gardes armés dans la salle d'attente de mon obstétricien. Je ne suggérais pas de gardes armés, juste Clues. Non, Astrid. Non, Raphaël. Je m'arrêtais à nouveau, me tournant vers lui pour lui faire face. La neige tombait plus fort maintenant, s'accrochant à ses cheveux foncés, le faisant paraître plus jeune d'une certaine manière. C'est exactement ce que je voulais dire par limite. Tu n'as pas le droit de transformer ma grossesse en opération militaire parce que tu as peur. Tu n'as pas le droit de faire de moi une prisonnière de tes peurs. J'essaie de te protéger. Alors respecte mes choix. Je me suis légèrement adouci devant l'inquiétude sincère dans ses yeux. Je comprends que ton monde est dangereux. Je ne suis pas naïve quant aux risques auxquels je m'expose en sortant avec toi, mais je ne vivrai pas dans la peur et je n'élèverai pas notre enfant ainsi. Tu peux donc venir au rendez-vous en tant que père ou rester dehors avec Clues pour assurer notre sécurité. Choisis. Il m'observa longuement, la neige s'accumulant sur ses épaules. Puis il acquiesça lentement. Je viendrai en tant que père, sans protocole de sécurité, sans paranoïa, juste comme un homme qui rencontre son enfant pour la première fois. Bon choix. Nous sommes arrivés au cabinet du Dr. Meyer 5 minutes plus tard. La salle d'attente était chaleureuse et décorée de fresques pastel représentant des cigognes et des bébés, avec une musique douce diffusée par des haut-parleurs cachés. 3 autres femmes enceintes étaient assises à différents stades d'attente, leurs partenaires à leur côté semblant nerveux ou excités, ou les deux. Je me suis présenté à la réceptionniste, très consciente de la présence de Raphaël à mes côtés, qui dégageait une tension à peine contenue. Ce n'était pas son monde. L'intimité décontractée des expériences médicales partagées, la banalité des salles d'attente et des formulaires d'assurance. Il ressemblait à une panthère enfermée dans une animalerie, dangereux et complètement hors de propos. « Détends-toi » murmurai-je alors que nous nous asseyions. « Personne ne va m'attaquer dans le cabinet d'un obstétricien. Tu n'en sais rien. Je sais que si tu continues à scruter les lieux à la recherche de menaces, comme si tu t'attendais à une attaque tactique, tu vas terrifier les autres patients. » Je pris un magazine sur la grossesse et le feuilletai sans vraiment le lire. Essaie de te fondre dans la masse. Je ne me fondais pas vraiment dans la masse, mais je luttais pour ne pas sourire. Mademoiselle Becker, une infirmière apparut dans l'embrasure de la porte, un bloc-notes à la main. Le docteur Meyer est prêt à vous recevoir. Nous la suivîmes jusqu'à une salle d'examen peinte dans un bleu apaisant. Les yeux de Raphaël suivaient chaque détail. Le matériel médical, les armoires verrouillées, la seule fenêtre qui donnait sur une rue animée. Je pouvais pratiquement le voir répertorier les points faibles et les issues de secours. « Premier rendez-vous avec papa ?» demanda l'infirmière d'un ton enjoué, tout en installant l'échographe. « Oui » répondis-je avant que Raphaël n'ait le temps de le faire. « Il est nerveux, c'est tout à fait normal » dit-elle en lui souriant gentiment. « Ça devient plus facile après les avoir vus pour la première fois. Ça rend tout cela plus réel. » Le docteur Meyer entra. C'était un homme d'une 50aine d'années, au visage aimable, qui pratiquait des accouchements depuis avant ma naissance. Il serra la main de Raphaël avec une chaleur professionnelle, apparemment inconscient de la tension qui émanait du père de sa nouvelle patiente. « Astrid m'a beaucoup parlé de vous, » dit le docteur Meyer, ce qui était un mensonge, mais un mensonge gentil. « Rien de bon, j'en suis sûr, » répondit Raphaël, me surprenant par son honnêteté. « Elle a mentionné que vous aviez des inquiétudes au sujet de la grossesse. » Le docteur Meyer me fit signe de m'allonger sur la table d'examen. « Y a-t-il quelque chose en particulier dont vous aimeriez discuter? » « Je veux m'assurer qu'elle reçoit les meilleurs soins possibles. » C'est le cas. Le ton du docteur Meyer était doux mais ferme. Astrid est en bonne santé. La grossesse se déroule normalement. Et à moins de complications imprévues, je ne vois aucune raison pour que cet accouchement ne se déroule pas parfaitement normalement. Et s'il y a des complications, nous les traiterons avec des protocoles médicaux établis et une expertise considérable. Le docteur Meyer sourit. « Je fais cela depuis 28 ans, Monsieur Hoffman. Votre enfant est entre de bonnes mains.
J'ai regardé Raphaël assimiler tout cela. Je l'ai vu essayer de céder le contrôle à l'expertise de quelqu'un d'autre. Cela lui était clairement pénible. Bon, alors, a dit le docteur Meyer en réchauffant le gel à ultrasons entre ses mains avant de l'appliquer sur mon ventre. Allons rencontrer votre bébé. L'écran s'est allumé, d'abord granuleux et étrange, puis se transformant en une forme que j'ai reconnue grâce à l'échographie que j'avais apportée à Raphaël il y a 3 mois. Mais le bébé était plus grand maintenant, plus défini, bougeant par petits mouvements saccadés qui m'ont coupé le souffle. Nous y voilà, a dit le docteur Meyer doucement. 10 semaines, parfaitement dans les tympans, battements cardiaques forts. Le son emplissait la pièce, rapide, rythmé, incroyablement vivant. Je l'avais entendu lors de mon précédent rendez-vous, mais il me faisait encore monter les larmes aux yeux. C'était mon bébé. Notre bébé, réel et en pleine croissance et déjà tellement aimé. Je jetai un coup d'œil à Raphaël et le trouvai en train de fixer l'écran avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. De l'émerveillement peut-être, ou de la terreur. Peut-être les deux. Il semblait incapable de terminer sa phrase. Ton enfant, ai-je ajouté doucement. Tu penses toujours que je mentais? Non. Le mot sortit brutalement. Mon Dieu, Astrid, je suis tellement désolé. Le docteur Edmeyer fit judicieusement semblant de se concentrer sur les mesures pendant que Raphaël gérait ses émotions. Je le laissais profiter de ce moment, comprenant que c'était peut-être la première fois en 14 ans qu'il s'autorisait à imaginer être père. Tout semble parfait, dit finalement le docteur Meyer en imprimant plusieurs images échographiques. La date prévue pour l'accouchement est le 17 juin. Des questions? Un test de paternité, dit Raphaël. Pouvons-nous en organiser un? Le docteur Meyer me regarda pour confirmation. J'acquiesçais. C'est important pour lui. Nous pouvons faire un test de paternité prénatale non invasif à 9 semaines, ce qui correspond à votre stade actuel. Le docteur Meyer a pris note. Il s'agit d'une simple prise de sang pour Astrid et d'un frottis buccal pour vous, Monsieur Hoffman. Les résultats prendront environ 1 semaine. Quand pouvons-nous le programmer? Impatient de confirmer. Le ton du docteur Meyer était neutre. Impatient d'avoir des preuves, ai-je dit, pour qu'il n'y ait pas de doute plus tard. Raphaël et moi nous sommes compris. Il ne s'agissait plus pour lui de douter de moi. Il s'agissait de nous protéger juridiquement, d'établir ses droits et ses responsabilités d'une manière qui ne puisse être contestée. Nous avons programmé le test de paternité pour la semaine suivante. Le docteur Meyer m'a remis les photos de l'échographie, a donné à Raphaël une ordonnance de vitamines prénatales pour la mère, mais les pères aiment souvent se sentir impliqués, et nous a renvoyés en nous rappelant de prendre rendez-vous dans 1 mois. La neige s'était intensifiée pendant que nous étions à l'intérieur, rendant la ville blanche et silencieuse. Raphaël m'a tenu la porte et nous sommes sortis ensemble dans l'après-midi hivernal. Merci, m'a-t-il dit après quelques pâtés de maison, de m'avoir laissé être là. C'est toi le père. Tu avais le droit. Les droits et les privilèges ne sont pas la même chose. Il s'est arrêté de marcher et s'est tourné vers moi malgré la neige. Tu aurais pu me rejeter complètement. Beaucoup de femmes l'auraient fait après ce que j'ai fait. Mais tu m'as donné une chance de voir notre enfant, d'entendre son cœur battre, de commencer à comprendre ce que j'ai failli gâcher. Je resserrais mon manteau, frissonnant malgré mes vêtements chauds. Je ne fais pas ça pour toi, Raphaëli. Je le fais pour eux. Je posais ma main sur mon ventre. Il mérite un père présent et impliqué. Même si ce père, c'est toi, surtout parce que ce père, c'est moi. Sa main recouvrit la mienne sur mon ventre, chaude à travers le tissu. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je te le demande quand même. Non pas parce que je m'y attends, mais parce que j'ai besoin que tu saches que ce que j'ai fait est impardonnable, mais que je vais passer chaque jour à essayer de regagner ta confiance. Cela va prendre beaucoup de temps. J'ai le temps. Il n'a pas bougé sa main et j'ai remarqué sa patience et une bonne dose d'obstination. Je l'ai remarqué. J'aurais dû reculer, créer une distance. Au lieu de cela, je suis resté là, sous la neige qui tombait, sa main recouvrant la mienne. Nous touchions tous les deux l'endroit où notre enfant grandissait. Le test de paternité est une formalité. Tu le sais, n'est-ce pas? Je n'étais avec personne d'autre. Je sais, mais tu mérites d'avoir un document officiel. La preuve que je te crois, que je revendique cet enfant et toi légalement et complètement. Ses yeux gris ont creusé les miens. Plus de secrets, Astrid. Plus de cache-cache. Quoi que nous construisions à partir de maintenant, ce sera honnête. Même si ce que nous construisons n'est qu'une coparentalité, même dans ce cas, mais quelque chose dans son expression suggérait qu'il espérait plus. Klaus s'est arrêté à côté de nous. La vitre côté passager s'est baissée,
Patron, la neige s'intensifie. Nous devrions ramener Mademoiselle Becker chez elle. Raphaël me regarda d'un air interrogateur. J'acquiesçai, trop frigorifié et fatigué pour discuter de l'opportunité d'accepter qu'il me ramène. Il ouvrit la portière arrière et m'aida à monter avec une douceur qui me rappela l'homme dont j'étais tombée amoureuse quelques mois auparavant. Le trajet jusqu'à mon appartement dura moins de 5 minutes. Lorsque nous arrivâmes, Raphaël m'accompagna jusqu'à l'entrée de mon immeuble, malgré l'inquiétude visible de Cluse quant à notre exposition. « Merci pour aujourd'hui », répéta Raphaël. « Pour tout. Arrête de me remercier. C'est déconcertant, mais j'étais presque en train de sourire. Tu voudrais dîner avec moi demain? Dans un endroit public, à toi de choisir. Juste pour discuter. Je l'ai observé. Cet homme puissant et dangereux qui m'avait brisé le cœur et qui me demandait maintenant la permission de passer du temps avec moi. Pourquoi? Parce que je veux te redécouvrir. Pas celle que j'ai connue avant, mais celle que tu es aujourd'hui. Celle qui se tient debout dans la neige et me fait la leçon. Celle qui fixe des limites et ne me laisse pas les dépasser. Il a marqué une pause. La mère de mon enfant. Un seul dîner, mais je commanderai le plat le plus cher du menu. Je serais déçu si tu ne le faisais pas. Il sourit, un vrai sourire qui atteignait ses yeux. Je passerai te chercher à 19 heures. Je te retrouverai là-bas à 19h30. Envoie-moi l'adresse par SMS. Tu ne me fais toujours pas confiance. Je suis en train de regagner ta confiance, corrigeai-je. Bonne nuit, Raphaël. Je le laissai debout dans la neige et montai à mon appartement. De la fenêtre, je regardais la berline noire s'éloigner, le ramenant vers l'immeuble Empire, où il avait prévu de passer sa soirée. Mon téléphone vibra, m'envoyant la photo de l'échographie que le Dr Meyer avait envoyée à mon adresse email. Je fixais l'image granuleuse de notre enfant, la preuve que quelque chose de bon était issu de ces 4 mois compliqués. Un autre message apparut. Demain à 7h30, la Fontana sur la 52e Ouest. Habille-toi confortablement. J'ai enregistré la photo de l'échographie comme fond d'écran de mon téléphone et j'ai essayé de ne pas penser à la facilité avec laquelle il se frayait à nouveau un chemin dans mon cœur. La Fontana était le genre de restaurant où les gens faisaient leurs demandes en mariage et célébraient leurs anniversaires, avec un éclairage tamisé et des coins intimes conçus pour la romance. Je suis arrivé à 19h30 pile, scrutant la salle jusqu'à ce que je trouve Raphaël déjà assis à une table d'angle qui lui offrait une vue sur les 2 entrées. Une vieille habitude, je suppose. Cet homme était incapable de savourer des pâtes sans prendre l'avantage tactique. Il s'est levé quand il m'a vu arriver, et j'ai remarqué qu'il s'était habillé avec soin, avec un pantalon sombre et un pull gris qui faisait ressembler ses yeux à des nuages d'orage. Le genre d'élégance décontractée qui vient du fait d'avoir quelqu'un qui choisit sa garde-robe, quelqu'un qui comprend à la fois la mode et la fonctionnalité. « Tu es magnifique », m'a-t-il dit lorsque je me suis assise. J'avais l'air enceinte et épuisée, mais je portais la robe bordeaux que je savais qu'il aimait. Celle de notre 2e rendez-vous, qu'il avait passé 20 minutes à me dire que je devais garder. Mais merci. Nous avons commandé. J'ai choisi le homard rosado précisément parce qu'il coûtait 38 $. Raphaël a commandé quelque chose, puis l'a ignoré quand il est arrivé et s'est installé dans un silence étonnamment confortable. « Parle-moi de ton travail », a-t-il fini par dire. « Comment vont les enfants ?» La question m'a surprise. Au cours de notre précédente relation, il m'avait rarement posé des questions sur mon travail, à part quelques questions de politesse. Ce sont des enfants malades, effrayés, courageux, résilients. Cette semaine, nous avons reçu une fillette de 4 ans atteinte d'une pneumonie qui insistait pour lire des histoires aux autres enfants alors qu'elle pouvait à peine respirer. J'ai dû lui confisquer son livre et elle m'en a probablement voulu. Elle m'a traité d'infirmière méchante et m'a demandé de le lui rendre. J'ai souri en me remémorant cet épisode. Puis elle m'a dessiné une fleur pour s'excuser. Elle est accrochée à mon casier. Vous les aimez. Ce n'était pas une question. Bien sûr que je les aime. Ce sont des enfants. Comment pourrais-je ne pas les aimer? J'ai joué avec mon verre d'eau. C'est pour cela que je suis devenue infirmière pédiatrique, parce que les enfants méritent d'être défendus par des personnes qui les considèrent comme des êtres humains, et pas seulement comme des patients. Notre enfant a de la chance de t'avoir comme mère. Le mot s'est posé entre nous, chargé de sens. J'ai levé les yeux et j'ai vu qu'il me regardait avec une intensité qui m'a donné des frissons. Non, ai-je dit doucement. Non quoi? Ne me regarde pas comme ça, comme si j'étais quelque chose de précieux que tu aurais retrouvé. J'ai posé mon verre avec précaution. Je ne t'appartiens pas, Raphaëlie. Je ne suis que la femme qui porte ton enfant. Tu es plus que ça.
Pour toi, peut-être, dans ta tête. Je me suis penché en avant, mais nous avons passé 4 mois ensemble, la plupart dans l'ombre, tout en secret. Tu ne me connais pas vraiment, Raphaël. Tu connais la version de moi qui essayait d'être tout ce dont tu avais besoin. Et maintenant, j'essaie juste d'être moi-même. Je me suis interrompu lorsque le serveur nous a apporté notre repas, ce qui signifie être honnête. Je ne sais pas si je peux pardonner ce que tu as fait. Je ne sais pas si nous pouvons construire autre chose qu'une coparentalité. Et j'ai besoin que tu acceptes cette incertitude. Il est resté silencieux pendant un long moment, fixant son assiette intacte. Quand il a pris la parole, sa voix était prudente, mesurée. À 22 ans, j'étais censé mourir. Les médecins ont dit à ma famille de me dire adieu. J'avais une hémorragie interne. Ma colonne vertébrale était compromise et mes organes étaient en train de lâcher. Ils ne pensaient pas que je passerais la nuit. J'ai attendu, conscient de l'importance de ce qu'ils me disaient. J'ai survécu, évidemment, mais les dommages étaient importants. Une partie du processus de guérison m'a amené à découvrir que je n'aurais jamais d'enfant biologique. Les médecins en étaient certains. Sa main se crispa sur sa fourchette. J'ai passé 14 ans à construire ma vie autour de cette certitude. Je ne me suis pas autorisé à imaginer une famille, car cet avenir n'existait pas pour moi. Puis je suis arrivé avec une échographie. Et vous êtes arrivé avec la preuve de quelque chose d'impossible. Il a enfin croisé mon regard. J'aurais dû écouter. J'aurais dû considérer que la science médicale n'était peut-être pas infaillible, mais tout ce que je voyais, c'était de la confirmation de ce que je croyais déjà, que j'étais manipulé par quelqu'un qui voulait accéder à mon argent et à mon pouvoir. Je n'ai jamais voulu ton argent ni ton pouvoir. Je le sais maintenant. Je pense que je le savais déjà à l'époque. Sous le couvert de la peur, il repoussa son assiette intacte. Mais la peur fait de nous tous des lâches, n'est-ce pas? Et j'étais terrifié à l'idée de vouloir quelque chose que je ne pouvais pas avoir. Tu aurais pu m'en parler. Tu aurais pu m'expliquer. J'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait. Il a sorti quelque chose de sa poche. Un morceau de papier plié, usé à force d'avoir été manipulé. C'est l'échographie que j'ai détruite. Ou ce qu'il en reste. J'ai gardé les morceaux. J'ai regardé l'image recollée, le cœur serré par le soin que quelqu'un avait pris pour la préserver. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu es parti, j'ai su que j'avais commis la pire erreur de ma vie. Je ne savais tout simplement pas comment la réparer. Il a posé le papier entre nous. Puis mon nouveau médecin a effectué des tests complets et a découvert que ma fertilité avait été restaurée. C'est rare, a-t-il dit. Presque impossible, mais possible. Il pense que le rétablissement a eu lieu au cours de l'année dernière. Quelque chose à voir avec la régénération des tissus et la guérison qu'ils ne comprennent pas entièrement. Il a touché doucement l'échographie, ce qui signifie que lorsque tu es venu me voir, j'étais déjà à nouveau fertile. Je ne le savais tout simplement pas et j'avais trop peur pour y croire. J'ai regardé l'image recollée, preuve de son regret. Tu ne peux pas garder ça. C'est effrayant, je sais. Et tu ne peux pas acheter mon pardon avec des gestes romantiques et des dîners coûteux. Je le sais aussi, mais tu essaies quand même. J'essaie tout. Il s'est penché en avant, le visage ouvert d'une manière que je n'avais jamais vue. Parce que te perdre une fois m'a presque détruit. Te perdre toi et notre enfant achèverait le travail. Alors oui, j'essaie. J'essaie de prouver que je peux être meilleur que l'homme qui t'a fait du mal. J'essaie de construire quelque chose d'honnête avec toi. J'essaie de regagner ma place dans ta vie, et c'est entendant, même si cela prend des années. Cela prendra des années. Ensuite, je passerai des années à faire mes preuves. Il tendit la main par-dessus la table, s'arrêtant juste avant de toucher ma main. Mais Astrid, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Mon monde est dangereux. Les gens qui y vivent sont impitoyables. Et maintenant que je t'ai reconnu publiquement, tu es une cible. Tu n'arrêtes pas de le répéter parce que c'est vrai. Sa mâchoire se crispa. J'ai déjà mis en place des protocoles de sécurité autour de toi. Cluse a assigné des équipes pour surveiller tes déplacements, ton appartement, l'hôpital. J'ai fait vérifier les antécédents de toutes les personnes qui font partie de ta vie. Je retirai brusquement ma main. Quoi? Je te protège. Tu envahis ma vie privée. La colère monta en moi, brûlante et immédiate. Je t'ai parlé de limites, Raphaël. J'ai dit clairement, je sais ce que tu as dit et je le respecte en tout point, sauf celui-ci. Sa voix s'est durcie. Ta sécurité n'est pas négociable. Je ne ferai aucun compromis là-dessus, même si cela te fait me détester. Cela me fait te détester. Je peux vivre avec ta haine si cela signifie que tu es en vie pour me haïr. Il se leva brusquement. Excuse-moi. Il s'éloigna avant que je puisse répondre, me laissant seul avec mon risotto hors de prix et ma fureur. J'aurais dû partir.
J'aurais dû sortir et faire valoir mon point de vue sur l'autonomie et le respect. Mais mon téléphone vibra alors, affichant un numéro inconnu. Pars maintenant. Sortie Est. Cluse vous attend. Ne posez pas de questions. Mon instinct d'infirmière a pris le dessus sur ma colère. Quelque chose n'allait pas. Raphaël n'envoyait pas de SMS énigmatique à moins qu'il y ait un réel danger. Je me suis levé prudemment, j'ai pris mon manteau et mon sac, en essayant d'avoir l'air détendu, malgré mon cœur qui battait à tout rompre. La sortie menait à un couloir de service. Klaus est immédiatement apparu à mes côtés, posant doucement sa main sur mon coude. « Par ici, mademoiselle Becker. Vite, s'il vous plaît. Que se passe-t-il? Monsieur Hoffman a reçu une menace crédible. Quelqu'un savait que vous étiez ici ce soir. Il m'a guidé à travers des couloirs inconnus, se déplaçant avec une efficacité acquise par l'expérience. Nous vous emmenons dans un endroit sûr. Nous avons débouché dans une ruelle où une autre voiture nous attendait. Celle-ci était blindée et discrète. Klaus m'a installé sur la banquette arrière et nous sommes partis juste au moment où j'entendais des voix s'élever à l'intérieur du restaurant. « Raffaelli » dis-je avec insistance. « Est-ce qu'il va bien? » « Il s'en occupe. Il nous rejoindra au refuge. »« Au refuge? » Je haussai le ton. « Je ne veux pas aller dans un refuge. Je veux rentrer chez moi. Votre appartement n'est pas assez sûr. » Le ton de Klaus était désolé mais ferme. « Pas après ce soir. » Nous roulâmes pendant 20 minutes en direction du nord, hors de la ville. Je regardais les rues familières laisser place à des rues inconnues. J'ai vu mon indépendance s'évanouir kilomètre après kilomètre. C'était donc cela que Raphaël voulait dire quand il parlait du danger de son monde. C'était le prix à payer pour porter son enfant. La maison sécurisée s'est avérée être une forteresse moderne à Westchester, des lignes épurées et des vitres par balles. Cluse m'a escorté à l'intérieur et m'a présenté à d'autres agents de sécurité dont j'ai immédiatement oublié les noms. « Monsieur Hoffman sera là dans un instant », m'a assuré Cluse. « Vous êtes en sécurité ici, mademoiselle Becker. Personne ne peut vous atteindre. Je ne veux pas être injoignable, » ai-je dit, sentant l'hystérie envahir ma voix. « Je veux retrouver ma vie. » Je sais. L'expression de Klaus s'est adoucie, empreinte d'une sincère sympathie. Je suis désolé que les choses en soient arrivées là. Il m'a laissé seul dans une chambre à coucher à la fois luxueuse et manifestement une cage. Je me suis effondré sur le lit, berçant mon ventre où grandissait notre enfant, et j'ai essayé de ne pas pleurer. Je voulais que Raphaël respecte mes limites, qu'il me traite comme une partenaire à part entière dans cette grossesse, mais j'avais sous-estimé la réalité de son monde. Le danger n'était pas théorique. Il était réel, immédiat, et semblait me viser spécifiquement. Des bruits de pas dans le couloir m'ont fait lever les yeux. Raphaël est apparu dans l'embrasure de la porte, son pull déchiré à l'épaule, une coupure au-dessus du sourcil qui avait saigné et séché. « Tu es blessé? » ai-je demandé en me levant immédiatement. « Je vais bien. Klaus t'a fait sortir à temps. »« À temps pourquoi? » Je me suis approché de lui, examinant la coupure avec un regard professionnel. Que s'est-il passé? 3 hommes dans le restaurant. L'un d'eux avait une arme. Il a levé les mains pour me couper le visage. Son toucher était doux malgré la violence à laquelle il venait clairement de survivre. Il savait où tu serais. Quelqu'un dans mon organisation a parlé. Et tu t'es occupé d'eux. J'ai neutralisé la menace immédiate. Cluse s'occupe du reste. Il a appuyé son front contre le mien. Je suis désolé, Astrid. Je suis vraiment désolé. C'est exactement ce que j'essayais d'empêcher en envahissant ta vie privée et en te traquant. En sachant où tu es pour pouvoir te protéger, a-t-il dit en effleurant ma joue avec son pouce. Je sais que tu es en colère. Tu as tout à fait le droit de l'être, mais s'il te plaît, comprends-moi. Je ne peux pas te perdre. Je ne peux pas perdre cet enfant. Donc, si cela signifie que tu me détestes, mais que tu es en sécurité, j'accepterai ce compromis. Je me suis reculé pour nettoyer sa coupure, en la tamponnant avec un mouchoir en papier pris sur la table de chevet. Il faut de l'antiseptique. Tu auras probablement besoin de pointes de suture. J'ai connu pire. Ce n'est pas très réconfortant. J'ai travaillé avec précaution, en évitant son regard. Combien de temps dois-je rester ici jusqu'à ce que nous identifions la fuite et éliminions la menace? Des jours? Des semaines? Le temps qu'il faudra. Ses mains se sont posées sur ma taille, juste en dessous de l'endroit où grandissait notre enfant. Je sais que ce n'est pas ce que tu voulais, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. Je fais ça pour te protéger, pas pour te contrôler. Ces 2 choses me semblent très similaires de là où je me trouve. Je sais. Il m'embrassa doucement sur le front. Mais je te promets que dès que ce sera sûr, tu pourras reprendre ta vie, ton appartement, ton travail, ton indépendance, tout.
J'ai juste besoin que tu sois en vie pour en profiter. Je voulais discuter, je voulais exiger qu'il me ramène immédiatement à la maison et prouver que je pouvais prendre soin de moi-même. Mais le sang sur son col et la coupure au-dessus de son sourcil m'ont rappelé que son monde fonctionnait selon des règles différentes. Des règles où les infirmières enceintes devenaient des cibles simplement parce qu'elles portaient l'enfant du mauvais homme. Une semaine, ai-je dit fermement. Tu as une semaine pour rendre ton appartement suffisamment sûr pour que je puisse rentrer chez moi. Après cela, je partirai, que tu aies trouvé la fuite ou non. Une semaine. Il a accepté trop rapidement, ce qui signifiait qu'il prévoyait déjà de prolonger ce délai. Je suis sérieuse, Raphaël. Une semaine, où je pars et tu pourras me courir après jusqu'à l'hôpital quand je vais accoucher dans 6 mois, car je refuse de te dire où je suis. Cela a attiré son attention. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Tu ne me mettrais pas à l'épreuve. Je reculais, créant la distance nécessaire. Je te suis reconnaissante de m'avoir sorti du restaurant en toute sécurité. Je te suis reconnaissante de prendre les menaces au sérieux. Mais je ne suis pas un objet que l'on peut enfermer indéfiniment dans un refuge. Alors trouve ta fuite, élimine ta menace et rende-moi ma vie, ou tu perdras toute chance de faire partie de cette grossesse. Ce n'est pas juste. Tout comme me kidnapper à Westchester, je croisais les bras. Une semaine, Raphaël. Prouve que tu peux me protéger sans m'emprisonner ou pas. Il m'a regardé longuement, puis a acquiescé lentement. Une semaine. Mais Astrid, je ne pars pas. Ni maintenant, ni jamais. Alors, tu ferais mieux de t'habituer à ma présence. On verra bien. Je me dirige vers la salle de bain, j'ai besoin d'espace et d'intimité. Maintenant, demande à Klaus de m'apporter un vrai antiseptique avant que cette coupure ne s'infecte et trouve-moi de la nourriture qui ne soit pas un plat italien hors de prix. Je veux des tacos. Son rire m'a suivi jusqu'à la salle de bain. Chaleureux et sincère. Des tacos à minuit à Westchester. Ça ne devrait pas être impossible. Il vaudrait mieux. Ton enfant veut des tacos. Je fermais la porte et m'appuyais contre elle, l'écoutant passer des coups de fil en italien rapide. Malgré tout, le danger, la maison sécurisée, la perte de contrôle, je sentis quelque chose changer en moi. Pas le pardon, pas encore, mais peut-être le début d'une compréhension. Le monde de Raphaël était dangereux, mais il essayait, à sa manière autoritaire et surprotectrice, de nous garder en sécurité. Et peut-être, juste peut-être, y avait-il une marge de compromis entre mon besoin d'indépendance et son besoin de contrôle. S'il pouvait livrer des tacos à minuit, tout était possible. La maison sécurisée disposait d'une excellente connexion Wi-Fi, ce qui me permettait de travailler à distance lorsque Karen me remplaçait à l'hôpital. Elle était équipée d'une cuisine avec tout ce dont j'avais besoin pour préparer des repas élaborés qui ne m'intéressaient pas. Elle disposait d'une bibliothèque, d'une salle de sport et d'un personnel de sécurité suffisant pour former une petite armée. Ce qui lui manquait, c'était la liberté. Au bout de 3 jours de mon ultimatum d'une semaine, je grimpais au rideau. Raphaël venait me rendre visite tous les soirs, m'apportant des nouvelles de l'enquête qui semblaient toujours progresser sans vraiment progresser. Klaus faisait tourner ses équipes de sécurité avec une précision militaire, et je devenais de plus en plus certaine que je ne quitterais jamais cette belle prison. La fuite, m'a dit Raphaël pendant le dîner du 4e soir, venait de l'organisation de ma cousine. Plus précisément des gens d'Elsa Richter, ai-je répondu en posant ma fourchette. Les gens de ton ex-fiancée? Elle n'a jamais été ma fiancée. C'était un arrangement commercial que ma famille avait tenté de négocier quand j'avais 28 ans. Il fit tourner le vin qu'il ne boirait pas. J'ai refusé d'épouser quelqu'un que je n'aimais pas. Cela a provoqué d'importantes tensions familiales. Et maintenant, elle divulgue des informations me concernant afin de déclencher des attaques. Apparemment, elle nourrit d'une rancune depuis 8 ans. Sa bouche s'est crispée. Klaus a remonté la piste jusqu'à 3 hommes parmi ses employés. Ils ont été éliminés. Je n'ai pas demandé ce que signifiait « éliminer ». Certaines traductions gagnaient à rester l'ambigu. Alors, je peux rentrer chez moi. Pas encore. Il a tendu la main par-dessus la table et je l'ai laissé me prendre la main, car lutter contre chaque contact était épuisant. Elsa elle-même est toujours en liberté jusqu'à ce que nous confirmions qu'elle ne fera pas d'autres tentatives. Encore 3 jours. Encore une semaine. J'ai retiré ma main. Raphaël, je suis ici depuis 4 jours. Mes patients se demandent où je suis. Mon propriétaire s'inquiète. Toute ma vie est en suspens parce que votre ex, peu importe, n'arrive pas à accepter le rejet d'il y a 8 ans. Je sais que c'est difficile. Difficile. Je me suis levé brusquement. Je suis prisonnière. Une prisonnière confortable, bien nourrie, parfaitement sécurisée, mais une prisonnière quand même. Et tu ne cesses de prolonger ma peine parce que tu ne peux pas garantir une sécurité parfaite.
Je me suis dirigé vers la fenêtre, regardant les terrains que je n'avais pas le droit de quitter. Flash info. Tu ne peux pas garantir une sécurité parfaite. La vie ne fonctionne pas ainsi. Ma vie, oui. Il m'a rejoint à la fenêtre. Dans mon monde, on prévoit toutes les éventualités, on élimine toutes les menaces avant qu'elles ne se concrétisent et on n'accepte rien de moins qu'un contrôle absolu. C'est épuisant, c'est la survie. Son reflet dans la vitre semblait fatigué comme je ne l'avais jamais vu. Je vis ainsi depuis 14 ans, depuis l'attaque qui aurait dû me tuer. Le contrôle est la seule chose qui m'a maintenu en vie. Je me suis tourné vers lui pour lui faire face. Je ne vous demande pas d'arrêter de me protéger. Je te demande de croire que je peux contribuer à ma propre sécurité. Laisse-moi apprendre à tirer. Apprends-moi à me défendre. Forme-moi à la sécurité, mais ne me enferme pas et ne t'attends pas à ce que je te sois reconnaissante pour cette cage. Son expression changea. Tu veux apprendre à tirer? Je ne veux pas être impuissante. J'ai croisé les bras sur mon ventre qui s'arrondissait. Je porte ton enfant, Raphaélie. Cela fait de moi une cible permanente, selon toi. Alors, soit tu m'apprends à me protéger, soit tu acceptes que je vive ma vie quand même et que j'espère que tout ira pour le mieux. Il m'a observé longuement, puis a hoché lentement la tête. Clues peut commencer l'entraînement d'autodéfense demain. L'entraînement au tir aura lieu après la naissance du bébé. Le recul n'est pas sans danger pendant la grossesse. Et je t'assignerai une équipe de sécurité personnelle que tu pourras tolérer, au lieu de toute l'armée de Klaus. Je peux choisir ma propre sécurité. Dans la mesure du raisonnable, ils doivent répondre aux normes de Klaus qui sont très strictes. Mais oui, tu peux les interviewer et choisir quelqu'un avec qui tu te sens à l'aise. Il marqua une pause. Cela signifie-t-il que tu restes? Cela signifie que je suis prête à faire des compromis. Je retournai m'asseoir, mon repas était désormais froid. Mais Raphaël, je veux que tu comprennes quelque chose. Je ne vais pas devenir une autre personne parce que je suis avec toi. Je ne vais pas me cacher dans des refuges et laisser la peur dicter mes choix. Donc, si tu veux faire partie de cette grossesse, faire partie de la vie de notre enfant, tu dois accepter que j'ai du caractère. Son sourire fut inattendu et sincère. Je compte sur cette force de caractère. C'est ce qui te protégera quand je ne pourrai pas être là. Bien. Je piquai dans mon RSADO. Maintenant, peux-tu réchauffer ce repas, s'il te plaît? Ton enfant a faim et le ratoto froid est déprimant. Il prit mon assiette sans faire de commentaire et revint quelques minutes plus tard avec une nouvelle portion provenant de la cuisine. Nous mangeâmes dans un silence complice et je sentis quelque chose s'apaiser entre nous. Pas le pardon. Je n'étais pas encore prête pour ça, mais peut-être de la compréhension, peut-être du respect. Les résultats du test de paternité sont arrivés, a-t-il dit alors que nous finissions de manger. Mon cœur a bondi. Il y a 99,9% de probabilité que je sois le père. Il a sorti son téléphone pour me montrer le document officiel. Ce n'est pas que j'en doutais après avoir vu l'échographie, mais maintenant, c'est légalement confirmé. J'ai parcouru le document, voyant nos noms officiellement liés pour la première fois. Raphael Hoffman et Astrid Becker. Parents, ce mot me semblait à la fois étrange et juste. Et maintenant, ai-je demandé. Maintenant, j'aimerais demander une garde conjointe. Pas pour te prendre le bébé, a-t-il ajouté rapidement, voyant de mon expression, mais pour établir des paramètres juridiques pour notre coparentalité, les visites, les décisions, le soutien financier, tout cela documenté correctement. Tu veux un accord de garde avant même que le bébé ne soit né. Je veux que nous soyons tous les deux protégés juridiquement. Il s'est penché en avant. Astrid, s'il m'arrivait quelque chose, je veux être sûr que toi et notre enfant ne manqueraient de rien. Mon testament, mes biens, ma protection, tout doit être légalement structuré pour vous inclure tous les deux. Je ne veux pas de ton argent. Je sais, mais notre enfant mérite la sécurité. Il mérite de savoir que quoi qu'il arrive entre nous, son avenir est stable. Sa main recouvra la mienne sur la table. S'il te plaît, laisse-moi faire ça. Laisse-moi subvenir à vos besoins comme il se doit. Je pensais à mes modestes économies, à mes prêts étudiants qui avaient mystérieusement réapparu après que Raphaël eut annulé son intervention financière, à mon appartement d'une chambre avec un chauffage douteux. Puis je pensais à l'enfant qui grandissait en moi, à lui offrir des opportunités que je n'avais jamais eues. La garde partagée, dis-je prudemment. Une prise de décision à part égale sur des questions importantes, l'éducation, les soins médicaux, la religion. Tu fournis un soutien financier, mais je conserve mes propres revenus et mon indépendance, et tout accord juridique inclura des dispositions stipulant que je ne peux être isolé de mon enfant
quelles que soient les préoccupations en matière de sécurité. D'accord, sans hésitation. Je demanderai à mes avocats de rédiger les documents. Vous pouvez les faire examiner par votre propre conseiller juridique avant de les signer. Je n'ai pas d'avocat. Vous en avez un maintenant. Il sortit une autre carte de visite. Karen Weber, la meilleure avocate en droit de la famille de l'État, qui porte par coïncidence le même nom que votre meilleur ami. Une personne complètement différente, évidemment. Je fixai la carte. Vous m'avez engagé un avocat. Je vous ai engagé quelqu'un qui se battra pour vos intérêts aussi fort que je me batte pour les miens. Il sourit légèrement. Ce qui est juste, Astrid. Je veux que cet arrangement fonctionne pour nous deux. Malgré moi, j'étais impressionné. Vous apprenez. J'essaie. Il s'est levé et m'a aidé à me lever de ma chaise. Il est tard. Tu devrais te reposer. Nous avons marché ensemble vers l'aile des chambres, sa main posée légèrement sur le creux de mon dos. À ma porte, il s'est arrêté. Astrid, je sais que je ne mérite pas de te demander cela, mais envisagerais-tu d'emménager avec moi? Pas ici, pas dans la maison sécurisée. Dans ma vraie maison, c'est sécurisé. Il y a de la place pour une chambre d'enfant, et tu aurais ton propre espace si tu voulais prendre tes distances. Ça va très vite. Nous allons avoir un enfant dans 6 mois. Je dirais que nous avançons exactement à la bonne vitesse. Son pouce dessinait des cercles sur mon dos. Réfléchis-y au moins. Sans pression, réfléchis-y simplement. J'aurais dû refuser immédiatement. J'aurais dû renforcer mes limites et mon indépendance. Mais, debout là, enceinte de 14 semaines, épuisé par ma lutte contre sa surprotection et mes propres sentiments contradictoires, je me suis entendu dire « Je vais y réfléchir ». Son sourire était radieux. C'est tout ce que je demande. Il m'a embrassé doucement sur le front, un geste qui commençait à me devenir familier, puis m'a laissé seul avec mes pensées et mes doutes grandissants quant à ma capacité à lui résister. Le lendemain matin, Cluse m'a présenté mes potentiels gardes du corps. 3 candidats, tous anciens militaires, tous intimidants à leur manière. J'ai choisi la femme, Ingrid Schneider, la trentaine bien avancée, à la fois efficace et chaleureuse. J'ai moi-même 3 enfants, m'a-t-elle dit pendant l'entretien. Je comprends l'équilibre entre protection et liberté. Vous serez en sécurité, mais vous ne vous sentirez pas étouffé. Vous êtes engagé. Elle a commencé immédiatement, m'accompagnant dans une promenade autour du terrain de la maison sécurisée, qui m'a donné l'impression de respirer mon premier bol d'air frais depuis des jours. Nous avons parlé de grossesse, des protocoles de sécurité et de ses propres enfants, et j'ai senti une partie de ma tension s'atténuer. Peut-être qu'un compromis était possible. Peut-être que le monde de Raphaël et mon indépendance pouvaient coexister. Cet après-midi-là, il m'a appelé pour m'annoncer une nouvelle. Elsa avait été localisée. Ma famille négociait sa reddition. Sa voix trahissait une sombre satisfaction. Tout cela serait bientôt terminé. Et ensuite, tu pourras rentrer chez toi ou venir chez moi. À toi de choisir. J'ai regardé autour de moi dans la maison sécurisée où je vivais depuis près d'1 semaine, confortable, mais contraignante, protégée mais emprisonnée. Le penthouse de Raphaël était-il vraiment différent? Ou était-ce simplement une cage plus grande et plus élégante? J'y réfléchirai, ai-je répété. Prends tout le temps qu'il te faut. Une pause. Astrid, merci de m'avoir donné cette chance, de m'avoir laissé essayer d'être meilleur. Ne me remercie pas encore. Tu n'as rien prouvé, sauf que tu peux te permettre de bons avocats et une excellente sécurité. Son rire réchauffa quelque chose en moi que je croyais gelé. Tu as raison. Je vais continuer à y travailler. Après avoir raccroché, je m'assis, la main sur le ventre, sentant les premiers mouvements qui pouvaient être ceux du bébé ou ceux de l'espoir. Peut-être que Raphaël essayait vraiment de changer. Peut-être que je pouvais lui faire à nouveau confiance. Pas de tout mon cœur. Celui-ci était encore trop meurtri, mais par petits morceaux, avec des compromis, en reconstruisant prudemment et progressivement quelque chose de nouveau. Ou peut-être que je me faisais des illusions, que je voyais ce que je voulais voir, parce qu'être seule et enceinte était terrifiant, et que pouvoir compter sur les ressources de Raphaël semblait plus facile que d'affronter tout cela seul. Je ne savais pas, mais j'avais encore 6 jours dans la maison sécurisée pour le découvrir. Elsa Restore s'est rendue le 6e jour de ma captivité dans la maison sécurisée, négociant des conditions qui incluaient l'exil du territoire de Raphaël et la rupture de tous les liens commerciaux avec sa famille. Cluse m'a annoncé cette nouvelle au petit déjeuner avec l'émotion de quelqu'un qui annonce la météo. Vous êtes libre de retourner dans votre appartement quand vous le souhaitez, Mademoiselle Becker. J'ai posé mon jus d'orange avec précaution. Tout simplement. Monsieur Hoffman a mis en place des mesures de sécurité supplémentaires autour de votre immeuble. Ingrid restera votre garde du corps principal.
Vous pouvez reprendre votre emploi du temps normal. Normal. Ce mot me semblait étranger après une semaine de sécurité forcée et de négociations minutieuses. Cet après-midi-là, Raphaël est venu me chercher pour me ramener chez moi. Nous avons chargé mes maigres affaires dans sa voiture. Je vivais depuis quelques jours avec des vêtements empruntés provenant d'une source mystérieuse que Cluse avait trouvée, et je retournais en ville. Votre appartement a été rénové, m'a dit Raphaël pendant le trajet. Nouvelle serrure, caméra de sécurité, porte renforcée. Ingrid a les clés et sera postée dans l'immeuble. Si cela vous met mal à l'aise, ce n'est pas grave. Je regarde les quartiers familiers réapparaître par la fenêtre. Merci de m'avoir protégé et de m'avoir laissé partir. Je ne te laisse pas partir. Sa main a trouvé la mienne par-dessus la console centrale. Je respecte ton choix quant à l'endroit où tu te sens le plus à l'aise. Il y a une différence. Nous nous sommes arrêtés devant mon immeuble et j'ai immédiatement remarqué les changements. Un nouveau panneau de sécurité à l'entrée, de la peinture fraîche, Cluse qui montait la garde près d'une berline noire qui semblait être là en permanence. Raphaël m'a accompagné jusqu'à mon appartement en portant des sacs que j'aurais pu porter moi-même. À l'intérieur, tout était exactement comme je l'avais laissé, sauf que c'était plus propre, mieux rangé et que je me sentais plus en sécurité. Les meubles de la chambre d'enfant seront livrés la semaine prochaine, m'a-t-il dit en posant mes sacs. J'ai pris la liberté de commander un lit bébé, une table à langer et un rocking chair, tous dans des couleurs neutres, car nous ne connaissons pas encore le sexe du bébé. Si tu ne les aimes pas, Raphaël, j'ai interrompu son bavardage nerveux en posant ma main sur son bras. Merci pour tout. Il m'a alors regardé, vraiment regardé, et j'ai vu la question qu'il avait peur de poser. Je n'emménagerai pas avec toi, ai-je dit doucement. Pas encore, peut-être jamais. J'ai besoin que cet espace m'appartienne pour savoir que j'ai un endroit séparé de ton monde. Je comprends, mais j'ai ajouté, tu peux rester cette nuit si tu veux, juste pour dormir. Je ne veux pas être seul pour ma première nuit de retour. Le soulagement sur son visage était palpable. J'aimerais bien. Nous avons commandé un repas thaïlandais dont j'avais envie et nous avons mangé sur mon petit canapé pendant que je le mettais au courant des derniers potins de l'hôpital. Et il a fait semblant de s'intéresser à savoir quel médecin traitant couchait avec quel interne. Cela semblait presque normal, presque comme la relation que nous avions avant que tout ne se brise. Le docteur Meyer a appelé pendant que tu étais dans la maison sécurisée, m'a dit Raphaël à la fin du repas. Le prochain rendez-vous est dans 2 semaines. Il veut faire l'échographie anatomique. C'est là que nous pourrons connaître le sexe. J'ai touché mon ventre, désormais indéniablement arrondi à 16 semaines. Tu veux savoir? Tu veux savoir? Ai-je demandé en premier. Il a souri. Je veux ce que tu veux. C'est une réponse évasive. C'est une réponse sincère. Il a posé son assiette et s'est tourné vers moi. Astrid, je serai reconnaissant pour tout ce que nous aurons. Garçon, fille, peu importe. J'ai passé 14 ans à croire que je n'aurais jamais cela. Donc, non. Je n'ai pas de préférence tant que le bébé est en bonne santé. Quelque chose s'est brisé dans ma poitrine face à cette honnêteté brute. Je veux savoir. Je veux commencer à l'appeler autrement que le bébé. Alors, nous le découvrirons ensemble. Nous avons nettoyé après le dîner dans un silence confortable, nous déplaçant dans ma petite cuisine avec une coordination inattendue. Lorsque Raphaël a sorti son téléphone pour vérifier ses messages, je me suis excusé pour aller prendre une douche et enfiler des vêtements confortables. Quand je suis revenu, je l'ai trouvé debout devant ma bibliothèque, examinant avec le même intérêt ma collection de livres sur les soins infirmiers et mes romans d'amour. « Tu lis des romans d'amour » m'a-t-il demandé en brandissant un livre de poche particulièrement abîmé. « Ne me jugez pas, ils sont réconfortants, je ne te juge pas. Je me demande si je suis à la hauteur des héros de fiction. » Il posa le livre avec précaution. Ils savent toujours quoi dire, n'est-ce pas? Ils ne détruisent jamais les échographies et n'enferment jamais leurs copines enceintes dans des refuges. Tu n'es pas mon petit ami. Je sais. Il s'approcha. Alors, qui suis-je? Je réfléchis honnêtement à la question. Tu es le père de mon enfant. Tu es quelqu'un en qui j'apprends à avoir confiance à nouveau. Tu es... Je m'interrompis, cherchant les mots justes. Tu es quelqu'un que j'aimais autrefois, qui m'a fait beaucoup de mal et qui s'efforce maintenant de prouver qu'il a changé. Est-ce que ça marche? Les efforts, parfois. Je m'assis sur le canapé en tapotant l'espace à côté de moi, comme ce soir. Ça me semble juste. Tu respectes mon espace, tu demandes au lieu d'exiger, tu es présent sans être envahissant. Il me rejoignit en prenant soin de garder une distance respectueuse. J'essaie de trouver l'équilibre entre te protéger et te contrôler. Cluse dit que j'échoue lamentablement. Cluse est sage.
Klaus est un casse-pied qui a toujours eu raison depuis que je l'ai rencontré il y a 12 ans. Le sourire de Raphaël était hilarant. C'est lui qui m'a dit de te laisser de l'espace après que tu aies quitté ma maison ce jour-là. Il m'a dit que si je te poursuivais immédiatement, tu courrais plus vite. Alors j'ai attendu. J'ai attendu 3 mois en espérant que tu me contactes. Je n'allais jamais te contacter. Je le sais maintenant. D'où les fleurs, les acrobaties financières et finalement le harcèlement. Il passa une main dans ses cheveux. Ce n'était pas mes meilleurs moments. Non, mais j'étais presque en train de sourire. Les fleurs étaient jolies. Je peux t'envoyer d'autres fleurs. Tu continues à m'en envoyer. Ingrid m'a dit que tu avais passé une commande permanente auprès de 3 fleuristes différents pour couvrir toutes les bases. Il s'est rapproché légèrement. Astrid, je sais que nous n'en sommes pas encore là. Je sais que je dois encore faire mes preuves, mais je veux que tu saches que je m'engage pour la vie. Que nous soyons ensemble ou que nous élevions simplement nos enfants ensemble, que tu me pardonnes ou que tu me tolères simplement, je ne vais nulle part. Cela devrait probablement m'effrayer plus que ça ne le fait. Mais cela ne t'effraie pas. J'y ai réfléchi. J'ai vraiment réfléchi. Non, en fait, c'est réconfortant de savoir que tu t'engages, quelle que soit la tournure que prendront les choses entre nous. Alors laisse-moi te poser une question. Il s'est tourné vers moi. Si j'étais quelqu'un d'autre, si je n'avais pas le passé que j'ai, les erreurs que j'ai commises, me donnerais-tu une vraie chance? Pas seulement pour élever nos enfants ensemble, mais pour essayer de construire quelque chose ensemble. La question restait en suspens entre nous, pleine de possibilités. Je l'ai regardé, cet homme compliqué, dangereux, étonnamment vulnérable, qui avait brisé mon cœur et qui essayait maintenant désespérément de le reconquérir. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement, mais je suis prête à le découvrir. Son baiser était hésitant, demandant la permission à chaque mouvement. Je la lui ai accordée, me penchant vers ce contact qui, malgré tout, faisait encore chanter ma peau. Lorsque nous nous sommes séparés, tous deux haletants, son front reposait contre le mien. « Merci, murmura-t-il, de m'avoir donné cette chance de ne pas avoir abandonné notre couple. Ne me fais pas regretter. Je passerai le reste de ma vie à m'assurer que tu ne le regrettes pas. » Nous sommes restés ainsi pendant un long moment. Puis je me suis doucement écarté. Il est tard. Je suis épuisé. « Tu as promis de seulement dormir, tu te souviens? » « Je m'en souviens. » Il s'est levé et m'a tendu la main. « Montre-moi le chemin. » Ma chambre était petite, dominée par un grand lit qui serait étroit pour 2 personnes. Raphaël l'a regardé avec un amusement visible. « Ça va être confortable. Tu peux toujours partir. Va dormir dans ton immense lit de penthouse qui coûte probablement plus cher que ma voiture. Je n'ai pas de voiture. J'ai des chauffeurs. Tu vois ce que je veux dire? » Il sourit, retirant son pull pour révéler un t-shirt en dessous. « Je reste. À moins que tu ne préfères que je dorme sur le canapé. Le lit me convient. » Je me glissais dedans, me déplaçant vers le côté le plus éloigné. Mais pas de bêtises. Je n'y songerais même pas. Il se glissa à côté de moi et le matelas s'affaissa sous son poids, me faisant rouler légèrement vers lui. « Mais ton lit semble avoir d'autres idées. C'est une question de physique. La répartition du poids. C'est comme ça qu'on appelle ça. » Je lui ai donné un petit coup de coude. « Dors, Raphaëla. » Il s'est installé, son bras m'enlaçant naturellement. J'aurais dû protester. J'aurais dû renforcer les limites. Au lieu de cela, je me suis détendu dans sa chaleur, ma main posée sur mon ventre, où grandissait notre enfant. Astrid. Sa voix était calme dans l'obscurité. « M, je t'aime. Je sais que je ne mérite pas de le dire. Je sais que je ne l'ai pas encore mérité. Mais j'ai besoin que tu saches que je t'aime et je vais te le prouver chaque jour pour le reste de notre vie. » Les larmes me montèrent aux yeux. « Tu ne peux pas simplement dire ça et t'attendre à ce que ça marche. Je n'attends rien. » Il me serra un peu plus fort dans ses bras. « J'avais juste besoin que tu le saches. » Je ne répondis pas. Je ne trouvais pas les mots pour exprimer le fouillis d'émotions qui m'habitait. À la place, j'ai entrelacé mes doigts avec les siens, posés sur mon ventre, et je me suis endormi au rythme régulier de sa respiration. 2 semaines plus tard, le cabinet du Dr. Meyer était bondé. Moi, Raphaël, Karen, qui avait insisté pour être là, et Ingrid, discrètement debout près de la porte. L'atmosphère était électrique, pleine d'anticipation. « Prête à rencontrer votre bébé comme il se doit ?» a demandé le Dr. Meyer en réchauffant le gel pour l'échographie. « Plus que prêt », ai-je répondu en serrant la main de Raphaël. L'écran s'est allumé, montrant notre enfant avec beaucoup plus de détails qu'auparavant. Je pouvais voir ses doigts et ses orteils, la courbe de sa colonne vertébrale, un profil parfait. « Tout semble excellent », a déclaré le Dr. Meyer en prenant des mesures.
La croissance est en bonne voie. Le rythme cardiaque est parfait. Puis il fit une pause dramatique. Voulez-vous connaître le sexe? Oui, répondîmes-nous simultanément, Raphaël et moi. Le docteur Meyer sourit en ajustant la sonde. Félicitations. Vous allez avoir une fille. Une fille. J'allais avoir une fille. Nous allions avoir une fille. Je regardais Raphaël et vis des larmes couler sur son visage. Son expression était un mélange de joie et d'émerveillement que je n'avais jamais vu auparavant. Une fille, murmura-t-il. Nous allons avoir une fille. Karen pleurait. Ingrid souriait. Le docteur Meyer imprimait les photos de l'échographie. Et j'ai senti quelque chose changer définitivement dans ma poitrine. Le dernier mur autour de mon cœur s'effondrait face à l'émotion brute de Raphaël. Je t'aime aussi, me suis-je entendu dire. Je suis toujours en colère. J'ai encore peur, mais je t'aime. Il m'embrassa alors, sans se soucier de notre public, mettant tout ce qu'il ressentait dans ce simple geste. Lorsque nous nous séparâmes, le docteur Meyer étudiait poliment son écran d'ordinateur, tandis que Karen me faisait un signe enthousiaste du pouce. Alors, dit Raphaël, la main posée sur mon ventre, où grandissait notre fille. Une chambre d'enfant dans ton appartement et dans le mien. Commençons par le tien, ai-je dit, prenant la décision que j'avais évitée pendant des semaines. Je garderai mon appartement comme solution de secours, mais oui, j'emménagerai avec toi. Pour elle? Pour elle? Il était d'accord. Et pour nous? Le docteur Meyer s'est éclairci la gorge. Je déteste interrompre ce moment charmant, mais nous avons d'autres patients qui attendent, même si je suis très heureux pour vous deux. Nous avons quitté le cabinet dans une atmosphère de joie et de possibilités. Klaus nous attendait dehors avec la voiture, et en voyant nos visages, il a souri. « Bonne nouvelle, je suppose. La meilleure, a dit Raphaël. Nous allons avoir une fille. Félicitations, monsieur. Mademoiselle Becker. » Klaus a tenu la porte. « Dois-je faire repeindre la chambre d'enfant de l'appartement en rose? Des couleurs neutres, l'ai-je corrigé en montant dans la voiture. Elle pourra choisir le rose quand elle sera en âge d'avoir son mot à dire. »« Une femme intelligente, a murmuré Klaus à Raphaël. Tu as fait le bon choix. »« Je sais, a répondu Raphaël en me prenant la main. Crois-moi, je le sais. » 5 mois plus tard, par une chaude soirée de juin, Raphaël et moi étions dans la chambre d'enfant de l'appartement terrasse, en train de mettre la touche finale à l'espace que nous avions créé pour notre fille. « Et Helena ?» ai-je suggéré en pliant de minuscules vêtements. « D'après ta grand-mère, ma grand-mère était terrifiante. Ne maudissons pas notre enfant. Il a assemblé le berceau avec une compétence surprenante. Et Grace ou Hope, trop évident pour une princesse de la mafia? » Il rit, d'un rire chaleureux et libre. Elle ne sera pas une princesse de la mafia. Elle sera médecin ou avocate ou tout ce qu'elle voudra. Tant qu'elle sera assez intelligente pour éviter de tomber amoureuse d'hommes dangereux, je m'assurerai qu'elle ait un excellent jugement, contrairement à sa mère. Je lui lançai une peluche qu'il attrapa facilement. Grossier, sincère. Il posa ses outils et traversa la pièce pour me prendre dans ses bras. Même si je te suis éternellement reconnaissant pour ton terrible jugement. Sinon, je n'aurais pas ça. Ses mains enlacèrent mon ventre très enceinte et notre fille donna un coup de pied en réponse, nous faisant rire tous les deux. « Elle va nous causer des problèmes, prédis-je. »« Elle sera parfaite, corrigea Raphaël. Toute comme sa mère. Sa mère est épuisée, enfouée, hargne et gonflée et prête à ne plus être enceinte. Sa mère est belle et forte et sur le point de me donner le plus beau cadeau de ma vie. » Il m'embrassa doucement, d'un jour à l'autre. Le docteur Meyer a dit qu'elle pouvait arriver à tout moment dans les 2 prochaines semaines. Alors nous sommes prêts. Il regarda autour de lui dans la chambre d'enfant. Des murs jaunes pâles, des meubles blancs, des étagères remplies de livres et de jouets. Nous sommes vraiment prêts. Vraiment, je scrutais son visage. Es-tu prêt à être père? À avoir cette petite personne qui dépendra entièrement de toi? Je suis prêt depuis le moment où j'ai vu son cœur battre à l'échographie. Il me serra contre lui, autant que mon ventre le lui permettait. Je suis prêt depuis que tu m'as donné une seconde chance que je ne méritais pas. Je suis prêt depuis que tu as accepté de construire cette vie avec moi. Même si je suis toujours têtue et indépendante et que je refuse de te laisser prendre toutes les décisions, surtout à cause de cela. Son sourire était plein d'amour. Tu me rends meilleure, Astrid. Toi et notre fille. Tu es tout mon univers. J'ai regardé cet homme qui m'avait brisé le cœur, puis qui avait passé des mois à le recoller soigneusement, qui avait appris à respecter mes limites tout en continuant à nous protéger farouchement, qui était passé d'homme d'affaires froid à partenaire dévoué et bientôt père. Je t'aime, ai-je dit, pas pour la première fois, mais en sentant que cette vérité s'était encore plus ancrée en moi. Même quand tu es trop protecteur, autoritaire et impossible,
Je t'aime aussi. Même quand tu es têtu et rebelle et que tu me fais dormir sur le canapé, je t'ai déjà fait dormir sur le canapé une fois. J'avais l'impression que c'était plus que ça. Notre fille donna un nouveau coup de pied, plus fort cette fois, et nous avons tous deux ri de son timing parfait. Elle te dit déjà que tu as tort, et je dis, elle est déjà parfaite. Il m'embrassa à nouveau, plus profondément cette fois, tout comme sa mère. 2 semaines plus tard, Helena Grace Hoffman naquit au lever du soleil, criant son arrivée au monde avec des poumons qui promettaient qu'elle avait hérité de l'entêtement de ses 2 parents. Raphaël coupa le cordon avec des mains tremblantes, pleura lorsqu'ils la placèrent dans ses bras et murmura des promesses de protection et d'amour qui firent pleurer les infirmières. Et j'ai regardé cet homme dangereux et puissant se transformer en père, sachant que toute la douleur, la peur et la confiance brisée nous avaient menés exactement là où nous devions être ensemble. Enfin, complètement.